Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. On est le mardi 19, 22h30. Aujourd'hui, on va analyser ce rebond sur Bitcoin. On est de retour aux 41 300 $. Donc, on va essayer d'analyser comment s'est construit ce rebond. Est-ce qu'il s'est construit sur du long? Est-ce qu'il s'est construit sur du short? Quel est le sentiment de marché? Quels sont les fondamentaux? Et quelle est l'analyse technique et la price action qu'on peut en tirer? Donc, à partir de là, on passe en partage d'écran. J'en profite comme d'habitude pour faire l'appel à l'abonnement, c'est-à-dire que si jamais ce type de contenu vous plaît, à un moment donné dans la vidéo, vous vous dites, bah tiens, ce mec, il est plutôt complet, il raconte pas trop de conneries, et bah à ce moment-là, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et mettre éventuellement un like, un commentaire, etc. On a aussi un Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre, dont le lien sera en description. À partir de là, on passe sur le prix du Bitcoin ici en daily, et vous voyez qu'on commence à batailler ici avec ce support des 41. On a eu une fausse cassure au-dessus jusqu'au 41 700. Et puis là, on commence à un petit peu continuer à batailler avec. Pour moi, c'est très très important qu'on arrive à clôturer au-dessus et pas comme on a fait là où on s'est un petit peu cassé la tête. Vous voyez que là, on est allé chercher les stops qui étaient au-dessus de ce niveau. Ça serait vraiment bien ici qu'on vienne chercher un petit peu plus haut. Je pense que ça sera le cas. Néanmoins, on va aller voir ce que nous dit le sentiment. Auparavant. Cette résistance ici, ce support oblique a très bien tenu. Je vous avais parlé hier pendant qu'on faisait ici cette espèce de sell-off que pour moi on allait le réintégrer. Ça a été le cas, donc tant mieux. À partir de là, je vous avais parlé de commencer à aller déjà au 41 et puis ensuite potentiellement ensuite au 43 et ensuite potentiellement au 44,5 qui sont les niveaux que moi j'identifie. Voilà. Vous comprenez que ici, on a une correction qui est parallèle. Donc, du coup, c'est assez important de voir ça. Il faut qu'on sorte absolument de ce parallélisme-là parce que, en général, c'est des corrections qui sont pas très jolies. Quand vous êtes en train de descendre et que vous corrigez ici en montant, c'est en général signe que ce mouvement est correctif, que ça n'est pas un mouvement de changement de tendance. Donc, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de ce parallélisme assez rapidement. Vous comprenez ici que c'était un petit peu la même chose. Ici, on était en train de monter et on a fait cette correction ici en 3 qui est parallèle aussi. Assez souvent, les mouvements parallèles de flag comme ça sont des mouvements de continuation. Donc ça veut dire que théoriquement, dans une longue time frame, on serait censé ici repartir à la hausse. C'est pas toujours le cas, mais assez souvent, ce qui a l'air parallèle est signe de continuation de la tendance. Ok? On passe tout de suite. Bon, après, je refais pas tout le point chartiste sur toute mon analyse, tout mon graphe et tout. Je vais pas le faire tous les jours. N'hésitez pas, bien entendu, si vous voulez comprendre ici ce triangle ascendant, par exemple, ce biseau en élargissement descendant, cette running flat, à suivre le channel tous les jours et vous pourrez comprendre que ceci est une épaule, tête-épaule. Quels sont les points de validité de toutes ces figures chartistes et pourquoi elles sont en compétition actuellement et où est-ce qu'on pourrait potentiellement aller en termes de ici par exemple objectif, ici objectif, voilà en gros sur quoi on se base pour établir des probabilités chartistes que telle ou telle figure se réalise. On passe tout de suite à l'analyse du fondamental. Le fondamental pour moi au départ c'est les news. En ce moment les les Ukrainiens qui évacuent des civils à l'est en prévision d'une offensive russe, les actions qui montent alors que c'est la earning season. Earning season, ça veut dire que les entreprises publient leurs bénéfices du premier trimestre. Donc du coup, en général, souvent, si ces résultats sont bons ou mauvais, ça donne une tendance au marché. Et ici, on voit Azovstal, l'usine de métal de Mariupol, qui est potentiellement ici assiégée. Alors surveillez bien cette narration-là, parce que pour moi, il y a quelque chose de louche un petit peu qui se passe à ce niveau-là. Donc du coup, regardez bien ce qui se passe à Mariupol. Pour moi, c'est un petit peu le nerf de la guerre en ce moment. Le nerf de la guerre, c'est d'ailleurs une très mauvaise... Bon, bref, on continue. Ensuite... Ici, le premier Bitcoin listé en Australie, donc ça c'est très bon. L'Australie qui est très pro-crypto actuellement, et donc c'est plutôt une bonne chose. Et sinon, on n'a pas énormément de choses sur voilà, euh, les news instantanées, on va dire, sur Bitcoin aujourd'hui. Et sur MarketWatch, on a
Pas grand-chose non plus. On nous parle de Netflix, on nous parle de... On n'a pas grand-chose non plus. Donc sur le fondamental, assez peu de choses en ce moment. En même temps, c'était Pâques, tout le monde se remet, on a tous mangé des œufs, on est un petit peu ballonné. Donc du coup, voilà, ballonné par tout l'alcool aussi. Enfin voilà, on est tous ballonnés. Donc du coup, on continue sur le sentiment, le carnet d'ordre ici, carnet d'ordre où on a toujours un petit peu d'indécision sur les ordres, hein. Vous voyez qu'on a des ordres qui rentrent, qui s'annulent, on ne sait pas trop, etc. Là, à l'instant T, on aura un premier barrage à passer si on doit être haussier autour des 42. Ce barrage des 41 700, il a un peu disparu là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici, là, vous voyez on avait un petit peu des ordres à la vente, plusieurs centaines de bitcoins. Globalement, on a beaucoup d'ordres d'achat ici qui attendent entre les 37 et les 39. Donc ça, c'est important à comprendre. Si le prix venait à chuter ici, assez peu d'ordres d'achat au sein de ce range. Donc ça, c'est important de le comprendre aussi. C'est comme ça qu'on analyse le carnet d'ordre. Et ici, à la vente, on n'a pas grand-chose. Avant les 46, on a quelques petits niveaux, mais on n'a pas grand-chose. Globalement, en ce moment, il y a assez peu de volume. Donc du coup, la price action est relativement comment dire, simple à lire. Voilà. Ensuite, ici, on a pour vendredi 9h un max paying price à 42 000 dollars avec un open interest. Ça, c'est les options de 12 000 bitcoins posées sur les options. Si je devais vous expliquer les options très rapidement, disons que pour schématiser vraiment énormément, c'est un petit peu comme un pari sportif. Vous payez un bitcoin moins cher et si jamais il atteint un prix que vous étiez fixé, à ce moment-là, vous aurez ce bitcoin au prix que vous étiez fixé. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire là, par exemple, sur ce strike, on a 2200 bitcoins sur cette personne. Ce strike est un put, c'est-à-dire qu'il joue le bitcoin à la baisse. Donc, il a été posé à un moment donné où bitcoin a été au-dessus des 40 000. Et donc, du coup, ce strike est un put. Donc, ça veut dire que il joue Bitcoin à la baisse. Il y a 2000 Bitcoins qui ont été payés potentiellement dans les 20 ou 25 000 dollars. Et si jamais cette personne gagne son pari, à ce moment-là, il aura ces 2000 Bitcoins au prix de 25 000 dollars alors qu'ils en valent 40. Il aura le droit, c'est pour ça qu'on appelle ça une option, d'exercer son option d'achat au prix de 40 000 dollars. D'accord? Max Payne Price, ça veut dire que c'est là où tout le monde perd, c'est-à-dire le moment où les vendeurs d'options, ceux qui mettent les options sur le marché, sont gagnants, le plus gagnant. Et assez souvent, les gens qui mettent les options sur le marché ont l'argent pour driver le prix jusqu'au Max Payne Price, qui là, en l'occurrence, pour vendredi, est de 42 000 dollars. Donc, ça nous évoquerait plutôt une latéralisation légère hausse pour vendredi. Ici, les niveaux d'options. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de trades, donc du coup, j'ai déjà mis les divers niveaux d'options qui pouvaient être pris, mais du coup, on va le refaire ensemble. Ici, vous avez donc du coup le prix qui a diminué, Open Interest qui a diminué aussi. Donc, je pense qu'on a fait la vidéo hier, on a fait une vidéo hier, oui. Donc, on a fait une vidéo le 18, donc on devait en être à peu près par là, voilà. Donc là, ici, on était shorté. Vous voyez qu'on était un petit peu en bas ici du gouffre. Je pense que j'ai dû faire la vidéo par ici. Là, du coup, le nombre de contrats augmente, mais le funding diminue. Donc, on a un tout petit niveau à prendre ici. Ensuite, ici, le nombre de contrats en circulation continue d'augmenter sur un funding qui augmente. Donc, c'est pour ça que j'avais noté ce niveau-là ici. Ça, c'est le nombre de contrats en circulation, short ou long. Et là, on parle bien entendu des shorters ou longueurs en levier. Ensuite, ici, on a short squeezé en fait, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contrats qui se ferment. On a short squeezé. Vous voyez qu'ici, si je zoome un petit peu, ici, il y a une augmentation du nombre de contrats malgré ce short squeeze, hein. Donc, du coup, ça veut dire que beaucoup de longs sont rentrés ici. Donc, on a un fort niveau à prendre ici au 39 000. Ensuite, c'est la même chose. Là, on a short squeezé, donc beaucoup de contrats qui se ferment. Et on a beaucoup de longs qui s'ouvrent, puisque malgré la hausse du prix, on a quand même une augmentation de l'open interest avec un funding qui est positif. Le funding étant le taux d'intérêt variable de ceux qui sont en train de shorter ou de longer le marché. Quand le funding est vert, ça veut dire que vous avez une majorité de longueurs, c'est-à-dire que les longueurs doivent payer un taux d'intérêt et les shorters sont payés pour shorter. Ils ont une sorte de premium. Donc du coup là le nombre de contrats en circulation augmente en même temps que le funding augmente. Ça veut dire qu'on a des longueurs qui rentrent ici dans la place. C'est pour ça que j'ai noté ce niveau-là comme un niveau relativement fort à prendre aussi. Et ce niveau-là est au 39 700. Ensuite là on est en haut, donc la tendance s'inverse. On continue à short squeezer.
pas forcément de niveau énorme à prendre, encore que ici, on a une légère augmentation aussi, donc je n'avais pas noté ce niveau, mais on va le noter ensemble ici. Et puis ensuite, ici, le niveau, là, il y a une grosse position qui s'est ouverte en short. Vous comprenez que le funding, tout d'un coup, fait chut, et le nombre de contrats fait chut. Donc, ça veut dire que là, il y a une grosse position qui s'était ouverte en short, très exactement ici. Alors, vous comprenez que son prix de liquidation, il est légèrement au-dessus, hein, évidemment, ou son stop, ou voilà. Ce niveau a été pris. Donc, il aurait dû être bleu, hein. Normalement, moi, je mets tous mes niveaux à prendre en short en bleu. Ce niveau a été pris. Ensuite, ici, diminution du nombre de contrats, plus augmentation de l'open interest. Donc, on a un très léger niveau de short, mais on ne va pas le noter. Ici, ça latéralise, pas de mouvement. Vous voyez que pas de mouvement au niveau du prix, pas de mouvement au niveau de l'open interest, pas de mouvement au niveau du funding. Donc, ça veut dire que c'est le calme plat. Et là, tout d'un coup, le mouvement se dessine pour un dernier short squeeze. Qui vient chercher ici plutôt sur du long, donc c'est pour ça que j'ai noté ce niveau-là, on le notera plutôt par ici. Et là, on a par contre à l'inverse du short, vous comprenez que là, le nombre de contrats continue d'augmenter, mais le funding est à la descente. Et là, le nombre de contrats diminue. Une grosse position short qui s'était ouverte ici, là. Vous voyez que le funding est complètement inversé. Donc soit une grosse position longue se ferme, soit une grosse position short s'ouvre, hein. On pourrait même plutôt dire que c'est une grosse position longue qui se ferme, puisqu'on n'a pas ici d'augmentation notable du nombre de contrats en circulation. Voilà, bon, en tout cas, on est revenu jouer avec ma résistance, là, qui auparavant était une borne de range. Alors là, bon, j'ai pas le... Je vais vous mettre plutôt en 15 minutes. Mais vous comprenez qu'ici, on avait des bornes de range, et donc au niveau de l'open interest, hein, du nombre de contrats en circulation. On a beaucoup joué avec cette borne ici. Donc moi, à chaque fois qu'on joue avec cette borne, je me dis qu'il y aura peut-être une action de deleveraging pour construire ce nouveau range en dessous, hein. Là, vous voyez, vous comprenez que le nouveau range, il est là maintenant, il est entre ces deux bornes-là, au niveau de l'open interest. Donc voilà, donc c'est intéressant. Là, peut-être qu'on pourrait continuer soit à short squeezer, soit à long squeezer, de manière à revenir aux 7,29 milliards de dollars d'open interest en circulation. Vous comprenez que qu'est-ce qu'on a là, ici, en dessous, pour l'instant, en termes de quelque chose de frais, vraiment frais, et qui est encore en circulation, on a plutôt du long, et c'est normal, parce que le prix a monté, hein. Donc le prix, ici, le sentiment, en tout cas, les gens sont d'accord avec cette hausse. On est encore sur un sentiment qui est un petit peu trop optimiste, donc on pourrait, à l'instant T, potentiellement descendre. On va aller voir sur iBlock, si c'est le cas, et ben, on voit ici qu'effectivement, le delta est repassé en faveur. Le delta, il y a plus de longueur que de shorter dans les 3 derniers jours. 3, 1, 2, 3, 4, je vous dis 3, mais non, c'est plutôt les 5 derniers jours. Dans les 5 derniers jours, il y a plutôt un delta positif au niveau des longueurs. Vous voyez ici cette énorme position qui s'était ouverte, 317 millions, qu'on est venu chercher tout de suite, hein. Le prix s'est tout de suite retourné pour aller prendre ce mec-là. Potentiellement, peut-être qu'il avait un prix même légèrement au-dessus, c'est-à-dire que là, on est en x25, donc c'était peut-être tout simplement un levier x20. Hop, tiens, c'est curieux ça, ce qu'il a fait là. D'accord, hop. Ouais, ok. Voilà. Donc du coup, je pense que j'ai plusieurs fenêtres d'ouvertes dans Chrome. Donc du coup, voilà. Donc là, potentiellement, on a eu du long. Donc jusqu'où on pourrait venir prendre ces longues si jamais le prix décidait de se retourner ici. Je pense que globalement, vers les 39, 39,4 serait déjà une bonne cible si jamais on devait liquider ici du longueur pour mieux repartir. Là, on est sur Kingfisher qui est une manière d'identifier ses poches de manière plus verticale et d'avoir plutôt une vision sur les poches de liquidité. Vous voyez qu'ici, on a une forte poche de liquidité que Kingfisher identifiait, lui, comme étant jusqu'au même 40 000. Bon, voilà, avec assez peu de choses en dessous. Si vraiment on vient chercher tout en bas, 39 500. Et on a une poche de liquidité aussi légèrement au-dessus. C'est la poche des shorters dont je vous parlais, jusqu'au 42. Bon, pour moi, tous ces niveaux-là, là, ici, sont plus importants. Kingfisher, c'est un algorithme, hein, donc du coup, vous avez le droit de penser un petit peu différemment qu'un ordinateur, mais néanmoins, on a quand même ici une poche à prendre potentiellement en dessous du prix. Ok. Donc, à l'instant T, tout simplement,
Si je devais donner une direction au prix, on a en gros deux scénarios probables qui sont on se fait rejeter par cette résistance des 41, on revient toucher ici les 40, voire un peu moins, pour ensuite repartir vers le haut et enfin faire un rebond avec lequel personne n'est d'accord, parce que c'est ça qui peut initier la grosse cassure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens ne soient pas d'accord avec ce rebond. Donc voilà, soit à l'inverse, on reviendra prendre des niveaux ici un petit peu plus haut. Et là, potentiellement qu'à l'approche de cette résistance-là, notamment, on aura un fort niveau de short, de gens qui vont penser qu'on est dans un range, hein, des gens qui n'ont pas forcément, ici, vous voyez, voilà, qui vont se dire on est dans ce range-là. Voilà, et les traders de range, là, ici, vont potentiellement dire ça, c'était un fake out. Et ben là, on va se faire rejeter par cette résistance, donc on va avoir des niveaux de short à prendre au-dessus, et c'est ce qui pourrait nous aider à la péter. D'accord? J'espère que tout ce que je dis est bien cohérent pour vous, que sinon il faudra vous accrocher, il faudra regarder plusieurs vidéos, etc. Parce que je suis obligé de mixer les niveaux, hein, donc forcément, enfin, c'est même pas mixer les niveaux, je suis pas un prof, quoi, voilà. Mais je suis obligé que tout le monde puisse un petit peu comprendre l'histoire, et y compris les traders un peu plus avertis. Ensuite, on va aller faire du Glassnode. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est mardi et Glassnode a une newsletter tous les mardis qu'elle nous donne et que du coup, bah voilà, moi ça m'intéresse de vous la partager aussi. Donc ça on le fera peut-être après. 16 minutes, ouais, on va déjà faire tout ce qui est tout ça là, voilà. Ok, donc ça c'est le Accumulation Trend Score, ça veut dire à quel point on est en train d'accumuler, quelle est la trend d'accumulation. Quand ces points-là sont violets-noirs, c'est qu'on est en forte accumulation. Quand ils sont jaunes, ça veut dire qu'on est en très peu d'accumulation. En gros, on va vers le foncé. Ici, on avait une très forte zone d'accumulation et vous comprenez que depuis quelques jours, cette accumulation se calme. Donc ça, c'est pas une très bonne chose pour le marché. On préfère, nous, être dans des fortes zones d'accumulation, bien évidemment. Donc voilà. Deuxième chose ici, ça c'est l'UTXO. L'UTXO, c'est quoi? C'est comme le volume profile que vous voyez ici. Hop, là. Là, sur le côté, hein, quel est le volume de business qui a été fait dans telle zone de prix, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, le volume profile. C'est-à-dire, dans cette zone-là, ici, à ce prix-là, on a eu beaucoup de volume. Là, vous voyez qu'on est en train de traiter une zone dans laquelle il n'y a pas eu énormément de volume, mais quand même, on a eu énormément de volume entre les 33 et les 39, et on a eu énormément de volume entre les 46 et les 50. Pour l'instant, on est en train de traiter la zone du milieu. On pourrait potentiellement être appelé aussi à traiter celle-ci, c'est-à-dire la zone des 49 à 52. Cependant, ce que nous dit ici cette charte, c'est qu'on n'a rien. Il y a pour moi un premier enseignement, c'est qu'on n'a rien entre 10 et 30 000, puisque en fait, ça s'est fait ici sur cette montée-là très rapidement. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas eu de latéralisation ici à aucun moment. Donc vous le voyez ici d'ailleurs dans le volume profile, on n'a absolument rien entre les 12 et les 31. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut voir ici aussi sur ce score-là. Vous voyez qu'on est ici en plein milieu de la zone qui a quasiment le plus le plus de volume là ici autour d'elle. Et on est en train de taper sur les 40, ce qui est une zone dans laquelle il y a déjà énormément de volume. Les 40 500, il y a déjà énormément de volume qui a été fait. Vous voyez que c'est quasiment la deuxième barre historique du Bitcoin en termes de volume. On est juste au-dessus là. Bon, voilà, traiter un petit peu la zone des 41 à 45 pour le moment, puis la zone au-dessus des 47 à 55 serait plutôt une bonne chose. Comprenez que si on perd ici les 33, on a beaucoup de chances de passer énormément de temps dans cette zone-là. Hein. Ça, c'est la grosse frayeur de Bitcoin, c'est que on n'est pas sur un colosse au pied d'argile, mais on est sur un colosse au genou d'argile, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, vous avez des grands pieds et là, vous avez des jambes relativement faibles et il faut soutenir le poids de tout ce volume au-dessus. Si jamais tout ça se perd, ben, on ira faire du business dans la zone en dessous. Donc voilà. Ici, il faut comprendre aussi que on a des long-term holders qui sont pas mal en perte en ce moment, puisqu'ils ont acheté le top ici. Et ça, je vous l'explique souvent, moi, sur mes charts, sur la charte de Bitcoin, je pense que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Où du coup, je vous dis que sur toute cette montée-là, les long-term holders vont continuer d'accumuler. Hein, donc du coup, on est sur une pattern d'accumulation qui est en 3 phases et que là, on a des long-term holders qui ont quand même ici acheté le top, donc ils sont en perte assez fortement, bien entendu, ici à moins 30 ou 40%, 40% je pense. Donc du coup, voilà, c'est important de le comprendre. Ici, on a des long-term holders qui sont en perte et qui commencent ici éventuellement à faire du business avec d'autres short-term holders. C'est-à-dire que là, on a une zone où potentiellement
à partir d'ici, là, on a des long-term holders qui revendent à des STH. Beaucoup de concentration de short-term holders entre 38 et 50 000 dollars, et ce sont eux en ce moment qui rachètent toute la supply. Ça veut dire que c'est des gens qui ont un comportement, si les choses se passent mal, qui est peut-être un petit peu plus vendeur, donc attention à ça aussi. Troisième chose, ici, vous avez les coins des long-term holders et des short-term holders qui sont en profit ou en perte. Si jamais c'est foncé et que c'est bleu, ce sont des long-term holders en profit. Si jamais c'est foncé et que c'est rouge, ce sont des short-term holders. Et dans les zones pâles, c'est ceux qui sont en perte. Ici, vous comprenez qu'on a à peu près 70% des coins qui sont en profit et 30% qui sont en perte. En ce moment, on est vraiment entre deux eaux, c'est-à-dire vous voyez que là, on a eu cette espèce de pic de profit sur le dernier rebond, là, mais globalement, on est entre deux eaux, c'est-à-dire que ici, au milieu de ces 50%, etc., vous voyez que on est vraiment au milieu, entre deux eaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est entre deux eaux? Ben, ça veut dire que tout simplement, assez souvent, les bas de marché, comme ici, vous voyez que là c'est le cas, là par exemple, là, ben, bien évidemment, par exemple sur les ATH, vous avez ben, aucune zone pâle, et c'est normal, puisque tout le monde est en profit ici, hein. Vous voyez qu'aux ATH, les deux zones foncées se font des bisous, et c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais sur les plus bas de bear market, vous avez généralement énormément de short-term holders qui sont en perte, c'est normal aussi, et énormément de long-term holders qui sont en perte également. C'est un petit peu ce qu'on a vu ici sur cette zone-là du plus bas des 32 000 dollars. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous expliquer. Et en ce moment, on est plutôt dans une zone neutre, donc en on-chain. Bon, ça dit pas grand-chose. Ici, ce sont les short-term holders qui sont en perte. Et en l'occurrence, vous voyez qu'ici, il y a une très forte augmentation de la perte sur la zone des 34 000. Ça, c'était les 34. Et ça, c'était les 32. Donc ça, pardon, ça, c'était, excusez-moi, ça, c'était cet été. Où on avait énormément de short-term holders qui étaient en perte. Et ici, vous voyez que le niveau est un peu moindre, mais on a quand même une grosse capitulation de ce côté-là. Et ici, c'est un petit peu la même chose aussi. Là, on va dire, c'est plutôt la supply loss. Non, ça, on s'en fout. Non, ça, on s'en fout. Non. Voilà, ça, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est-à-dire la real cap. Ça veut dire sur les bitcoins qui sont vendus, à quel prix ils ont été achetés précédemment, on va dire le moment où ils bougent, quelle est leur zone d'achat. Et là, vous voyez que cette cap est en train de diminuer fortement, donc ça veut dire que sur les long-term holders, en couleur bleue, sur les long-term holders, ici, vous avez certains des coins qui commencent à être vendus à perte. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, ça veut dire que ces coins ont potentiellement été achetés ici au top, puisque si vous regardez ici, on est en fait très exactement. Un long term holders commence à partir de 5 mois d'acquisition. 5 mois où vous avez gardé vos coins, ça commence à partir de là. Si je vous mets ici, comment dire, ce point-là d'achat, par exemple autour des, admettons que cette personne-là ait acheté, et là on était à 67 000, et que je vous mets les barres jusqu'à aujourd'hui, on est à 185 jours, donc ça fait 6 mois. Donc là, on a en fait énormément de gens qui ont acheté ces tops-là, qui sont en train ici de vendre. Donc c'était des short-term holders jusqu'à il y a un mois, mais là aujourd'hui, ils font énormément baisser ce niveau, donc on a une capitulation des anciens short-term holders qui étaient tout juste passés dans les long-term holders, qui sont en train ici de vendre leurs coins justement à des nouveaux short-term holders, puisque ces coins ont été acquis il y a moins de 5 mois. Donc on commence à avoir un petit peu de mouvement au niveau des coins ici. Néanmoins, je vous expliquais ça dans une vidéo il y a quelques jours, les bitcoins à plus de 1 an n'ont jamais été aussi nombreux, c'est-à-dire qu'on est à un taux de 63,7% de la supply qui n'a pas bougé depuis un an. C'est-à-dire 63,7% des bitcoins en circulation n'ont pas bougé depuis plus d'un an. Ici, c'est la même chose, mais pour les short-term holders. Et vous voyez qu'on avait eu une capitulation ici quand on a touché les 34, mais que là, on est plutôt en train de racheter, puisque la value est bien et commence à devenir meilleure. Pour des gens qui ont acheté il y a moins de 5 mois, vous comprenez que ici, le fait qu'on ait fait cette petite remontée en drapeau dernièrement, ben, les remet en profit très légèrement. Donc ça, il recommence à redevenir tout simplement à peine en profit.
Ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le pouvoir d'achat d'un Bitcoin depuis 1913. Vous voyez la diminution ici, plus de 95% de perte de valeur du dollar depuis 1913. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Ici, c'est un tweet de Plan B qui nous dit, qui nous montre les réserves de valeur depuis l'année 1400. Donc le Portugal de 1400 à 1550 qui était la grosse puissance coloniale. Ensuite, ça a été l'Espagne de 1550 à 1650. Ensuite, bien entendu, les Pays-Bas dans les années 1600-1700. Ensuite, ça a été la France sous la période un petit peu de Napoléon, plus Louis XV, Louis XVI, etc. Enfin voilà, de 1730 jusqu'à 1815, fin de Napoléon. Ensuite, c'est la Grande-Bretagne qui prend le dessus avec la Grande-Bretagne industrielle. Hein. Ça a été un petit peu le début de la révolution industrielle, s'est fait en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, à ce moment-là, était vraiment le leader en termes de réserve de valeur, en termes de monnaie d'échange mondiale, on va dire. Et puis ensuite, ça a été le dollar de 1913 à aujourd'hui. Enfin, oui, c'est ça, même 1918, mais bon, bref, vous comprenez. Ça fait plus de 100 ans que le dollar est là, et la question un petit peu, c'est quel sera le prochain asset, le prochain empire qui arrivera à placer sa monnaie. Est-ce que ce sera le yuan? Bien entendu, potentiellement, en tout cas, ils sont très bien placés pour l'être. Ou alors, est-ce qu'on pourrait passer sur le système d'un autre étalon, à savoir potentiellement un standard Bitcoin? C'est une question qu'on peut se poser. Et aujourd'hui, on comprend que les États-Unis ont compris que le dollar était peut-être sur la fin. On a quand même une assez forte adoption et le Bitcoin devient un enjeu électoral assez fort aux États-Unis. Et peut-être qu'ils essayent de pousser cette solution-là plutôt que enfin, autant que ça soit le Bitcoin, mais parce que c'est une industrie qui reste quand même relativement américaine, et surtout qu'ils ont beaucoup œuvré pour ça, contrairement à l'Europe. Mais vous comprenez ici que potentiellement on est sur la fin du pétrodollar. Je vous l'avais expliqué sur le channel avec l'Arabie Saoudite qui commence à accepter certains paiements pour le pétrole en yuan, avec la Russie bien sûr qui demande à ce que son pétrole soit payé en roubles. On est peut-être dans les early days, les premiers jours de la fin du pétrodollar. C'est ce que je vous ai déjà dit sur la chaîne depuis un bon moment. Ici, c'est autre chose. Là, on était sur, avant Jésus-Christ, on était sur, on vous donnait de l'or, de l'argent, ou alors des vaches ou des moutons. Ça, c'était avant. Ensuite, on a été sur le gold standard, c'est-à-dire le, le standard de l'or, tout simplement, avec des bons du trésor émis en or. Votre monnaie était une valeur papier et vous donnait un droit à l'or. Et puis ensuite, on a été sur les fiat, avec en 1971, qui en 1971 deviennent du papier, puisque Nixon décrète la non-convertibilité du dollar en or. Donc toutes les monnaies fluctuent autour du dollar, qui lui-même n'est plus convertible en or, et notamment aussi à un moment donné aussi où, comment dire, c'est Roosevelt en 1933 qui dit vous n'avez plus le droit de posséder de l'or, on va dire chez vous, voilà. Donc ça c'était déjà un petit peu le début de la fin pour le standard de l'or. Et ici on nous parle de la post-révolution industrielle avec Bitcoin ici en 2009 qui est créé. Bon là c'est pas vraiment l'idée de vous présenter cette charte, c'était pas vraiment ce que je voulais vous dire ici. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, si vous aviez investi sur la digitalisation, quelle qu'elle soit, digitalisation du commerce, donc commerce en ligne, Amazon, digitalisation de l'information, Internet d'une manière générale, digitalisation de votre manière d'archiver tout simplement l'ordinateur, digitalisation de la musique, Spotify, digitalisation du travail, on va dire, Uber, digitalisation des vacances et du loisir, Airbnb. Enfin, vous comprenez ici que si vous aviez investi pendant ces 30 ou 40 dernières années sur de la digitalisation, vous auriez potentiellement gagné si vous aviez choisi un des bons chevals et gagné beaucoup. Donc l'idée ici, c'est que le monde est en train de se digitaliser. Digitalisation de l'Internet, ensuite on met Internet dans votre poche, Apple. Il faut comprendre ici que potentiellement, il nous manque une digitalisation de la monnaie, ça paraît évident, qu'on est encore un petit peu à l'ère du pigeon voyageur en ce qui concerne la finance, voilà, que ces gens-là se réinventent pas beaucoup. On est toujours sur des marchés qui sont
ouvert d'une certaine heure à une certaine heure, etc. Alors qu'on serait tout à fait capable de faire tourner ça 24 heures sur 24. Donc expliquez-moi pourquoi les bourses aujourd'hui, si vous voulez trader la bourse américaine, vous allez devoir vous lever à telle heure. Si vous voulez trader la bourse asiatique, vous allez devoir vous lever à telle heure aussi pour voir les signaux. Tout ça n'est pas très normal, alors que Bitcoin fonctionne H24 et que Bitcoin, lorsque vous faites un virement, ça se passe maintenant avec le Lightning en à peu près 3 secondes 30 et ça sans frais. Donc, bien entendu que l'expérience utilisateur est bien meilleure et bien entendu que tout ça est à présent relativement au point. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous aviez investi sur la digitalisation, il y a un certain nombre d'années, vous seriez aujourd'hui gagnant. Et la digitalisation du monde est potentiellement tout ce qui fait la révolution post-industrielle à l'heure actuelle. Et ben voilà, on a fait le tour à peu près. J'espère que c'était intéressant pour vous. On a fait le tour un petit peu. Donc pour moi, je vous ai donné mes potentielles actions de prix. On a fait un tour du fondamental. On a analysé le sentiment et on a fait l'action de prix, l'analyse technique. Donc pour moi, tout est OK. À partir de là, je vous remercie. On a touché les 1000 abonnés. Donc c'est super, c'est vraiment cool. C'est la première pierre un petit peu. Maintenant, prochaine target, ça va être les 10 000. À partir de là, vraiment, merci à tous pour votre soutien. Mettez un petit commentaire si jamais le contenu de cette vidéo vous a plu. Petit commentaire, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et rejoignez-nous sur le Discord dont le lien sera en description si jamais vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que vous avez des superstitions particulières? Donc voilà, j'aime bien demander aux abonnés de mettre un commentaire à la con en fin de vidéo, tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec le Bitcoin et ça me fait bien rire et à la fois ça nous permet de nous connaître aussi un petit peu mieux et de discuter de choses et d'autres. Donc est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que vous avez des superstitions? Alors, est-ce que vous ne croyez pas du tout à ces choses-là et est-ce que vous êtes plutôt cartésien et rationnel? C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci de m'avoir suivi et bonne fin de 19 avril à tous. À bientôt.